Voilà. Je modifie la langue parlée. Français, France. Confirmé. Je dis français, France, et comme c'était habilité l'anglais, il a mis horses, horses. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 10 mars 2022 et nous sommes là aujourd'hui pour ce cours de roman français. Et comme vous voyez, je suis encore à l'UNB et 2 semaines plus tard et j'ai toujours pas de lumière dans la salle. C'est bizarre parce que la prise fonctionne, donc j'ai mon ordi branché au mur ici à la prise, então o computador está ligado na tomada com energia, mais les lampes elles ne marchent pas, raison pour laquelle mon image est sombre ici. Et deuxième point, comme je disais tout à l'heure, en raison de questions d'ordre personnel, je n'ai pas encore affiché l'activité sur Annie Ernaux. Je vais essayer de le faire aussi, je ne pense pas aujourd'hui, mais jusqu'au week-end. Et ne vous inquiétez pas, je vous donne 2 semaines pour faire l'activité à propos d'Annie Ernaux. D'accord? Mais le plus important maintenant, c'est que vous vous lanciez à la lecture, si vous n'avez pas encore commencé, que vous commenciez à la lecture de Dora Bruder, qui est le 3e roman qu'on va discuter. Aujourd'hui, je vais faire une introduction autour des sujets de cette 2e partie du cours, parce que comme vous voyez, c'est un peu bizarre, ça passe vite, je dirais, mais en même temps, nous sommes, je ne sais pas, dans le cours 7, je ne sais pas, 6, 7, je ne sais pas. Donc, nous sommes peut-être, on va bientôt arriver à la moitié du semestre, et nous avons déjà terminé 2 livres. Moi, je dirais, ce sont les 2 livres les plus... Les Impatientes, c'est pas si court, mais c'était de lecture facile. Et Annie Ernaux, c'était des lectures difficiles, mais courtes. Maintenant, nous avons un livre Dora Bruder, un livre spécial, je dirais, différent, difficile parce qu'il est d'un genre, moi je dirais hybride, il n'est pas tout simplement d'un genre spécifique, n'est-ce pas? Je vais vous, pendant les discussions autour de ce livre, je vais vous montrer comment ce livre peut être classé comme une biographie ou comme une autobiographie, n'est-ce pas? On verra comment le texte nous permet d'analyser de cette double façon les romans de Patrick Modiano. Et deuxième point, c'est cette 2e partie et en plus, je partage l'écran. Il faut aussi que je partage avec vous la mise à jour. Anne, oui, l'écriture est très différente de tout ce que tu as dit. Exactement. C'est assez différent. Et en plus, voyons ici le zoom. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il faut que je partage avec vous la mise à jour du programme. Donc, nous sommes là le 10. Et en plus, il faut que je vous envoie mes commentaires à propos de vos sujets de dissertation. Et si possible, j'aimerais maintenir la date de la release de la problématique.
et je vais organiser encore une fois les plans, la date du plan, parce que évidemment, vous n'allez pas me remettre la problématique le 14 et les plans le 15. Au moins une semaine, j'aurai besoin pour corriger, vous envoyer mes commentaires. Et par contre, j'aimerais avoir... je vais penser ici, je pensais que je l'ai fait pour Panorama, tout simplement. Je m'excuse. Parce qu'en fait, je compte peut-être avoir un cours de plus à propos de Modiano. Et comme ça, au lieu d'avoir aujourd'hui, mardi de la semaine prochaine et mardi de la semaine suivante sur Modiano, peut-être avoir cours jeudi de la semaine prochaine aussi et avoir un jour de plus pour parler de Modiano. Parce que après Toledo, c'est un roman plus long avec d'autres questions et je ne peux pas réduire la quantité des cours autour de Thésée, sa nouvelle vie. On verra la possibilité d'avoir un cours de plus pour Toledo aussi si on ressent le besoin. D'accord? Mais sinon, pour aujourd'hui, je vais introduire les questions autour, je mets en rouge ici, de la Shoah et de la post-mémoire. D'accord? Donc, si vous voulez, j'arrête le partage d'écran. Teams. Roman. Je vais juste vous montrer ici. Parce qu'il y a beaucoup de textes autour de ces questions. Donc, ça, c'est un de mes sujets de recherche, ces sujets-là. Donc, raison pour laquelle il y a beaucoup de choses. Et ici, la Shoah et la post-mémoire. Vous voyez ici, j'ai séparé un fichier pour Camille de Toledo, Thésée, sa nouvelle vie, pour Dora Bruder de Patrick Modiano. Vous voyez qu'il y a le livre de Patrick Modiano, mais il y a une bibliographie critique aussi. Vous n'êtes pas censé lire cette bibliographie critique, mais je vais l'utiliser, je vais la mobiliser ici. Et nous avons donc un fichier pour la Shoah, le nazisme et le fascisme. Vous voyez qu'il y a beaucoup de textes aussi. Et nous avons un autre fichier pour la post-mémoire avec quelques textes de Marianne Rich en français et en anglais, Andreas Ruiz, c'est un critique et professeur allemand, et il y a ici la thèse de doctorat de Fabrice Wallace, qui est votre professeur. Je ne sais pas si vous avez suivi les cours de introduction à la théorie littéraire avec elle, ou peut-être à la littérature brésilienne, quelque chose comme ça. Parce que dans sa thèse de doctorat, il y a un chapitre sur la mémoire ici. Je vous montre. Pardon, je dois sortir. D'accord, c'est pas grave. T'inquiète pas, Amanda, le cours sera enregistré, d'accord? D'accord, merci. Voilà. Donc, ici, le chapitre 1 du texte, le chapitre 1 et le chapitre 2, vous voyez, c'est consacré sur la mémoire, n'est-ce pas? Le texte de la thèse de doctorat de Fabrice. Donc, je l'utilise ici aussi. Donc, je voudrais commencer
avec ces notions-là. Aujourd'hui, je vais faire un commentaire général autour de cette réflexion. D'accord? Je vais essayer de faire une introduction de comment connecter ces aspects-là, le fascisme, le nazisme, comment on arrive à la Shoah, qu'est-ce que la Shoah, les études autour de la Shoah, quelques perspectives d'études autour de cet événement de la Deuxième Guerre mondiale, cette catastrophe qui a eu lieu avec les Juifs, et puis la possibilité d'études autour de la post-mémoire et de Andreas Huyssen, qui nous apporte une idée liée aux droits de l'homme, d'accord, aos direitos humanos. Donc c'est intéressant, moi j'aime bien cette réflexion parce que il y a une perspective, comme je vais vous montrer, de la catastrophe et qui fait une lecture psychanalytique de la Shoah, de l'Holocauste, c'est-à-dire la mémoire traumatique, etc. Mais Andreas Huyssen nous apporte une idée d'étudier ce genre de littérature par une perspective des droits de l'homme et de la femme, je vais dire en français comme ça, o direitos humanos. Okay? Donc, voyons ici. En plus, je vais parler aussi un petit peu de littérature de témoignage aussi, littérature de testemunho. D'accord? Ce texte-là, je ne vais pas utiliser, mais il reste ici comme illustration, parce que Maurice Bardèche est un intellectuel, écrivain français, mais qui se situe à l'extrême droite de l'échiquier politique français. Échiquier politique au spectre politique. D'accord? Donc, il se situe à l'extrême droite. Et il était beau-frère et cugnado d'un écrivain français qui s'appelle Robert Brasillach, qui a été exécuté après la Deuxième Guerre mondiale par le tribunal de l'épuration, parce qu'il a collaboré avec les nazis. Et cet écrivain-là, l'intellectuel Maurice Bardèche, il s'identifie réellement avec le fascisme. D'accord? Et comme vous voyez, le début du texte, il commence le texte avec cette phrase-là. Vous voyez? Une seconde, je change. Ah non, c'est pas possible ici. Mais c'est ça, pas besoin de souligner la phrase, mais il commence le texte avec je suis un écrivain fasciste, n'est-ce pas? Et il l'est vraiment. Il l'était, il est déjà décédé. Donc je ne vais pas entrer dans ce texte-là aujourd'hui. Nous avons ici un texte sur le fascisme, un livre sur le fascisme, surtout en Italie, n'est-ce pas? Il y a aussi un texte sur le nazisme en Allemagne, etc. Mais je vais utiliser plutôt ce texte-là de Jean-Luc Nancy et Philippe Labarre, qui sont deux philosophes français. D'accord? Le mythe nazi, parce qu'il est plus. C'est un texte plus profitable au niveau littéraire, n'est-ce pas? Par contre, juste pour commencer la discussion, pourquoi parler de fascisme et nazisme dans ces cours de romans? Parce que
c'est le point de départ, le point de partida pour cette discussion. Parce que comme vous verrez, Dora Bruder de Patrick Modiano, c'est l'histoire de l'écrivain, on va dire du narrateur, qui s'identifie en quelque mesure avec Patrick Modiano, et sa quête, sa recherche d'informations sur Dora Bruder, cette jeune fille juive disparue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le cas de Thésée, sa nouvelle vie, est semblable. Pardon, je continue à propos de Dora Bruder. Patrick Modiano, on ne sait pas exactement s'il est né en 45 ou 47. D'accord? Et il a un frère disparu aussi. Donc, vous voyez comment ça se mêle des questions personnelles avec des questions, des enjeux historiques. Et la littérature se fait à partir de cette confluence entre un événement personnel et une série d'événements collectifs, sociaux, etc. Mais le point, c'est que Patrick Modiano, il a un temps, parce qu'il est d'origine juive, donc la question de l'Holocauste, de la Shoah, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'extermination des Juifs, va passer assez souvent par sa littérature, sera présent dans sa littérature. Camille de Toledo et Thésée, sa nouvelle vie, vous allez voir, c'est un peu plus éloigné dans le temps, mais il y a cette question encore qui hante les narrateurs. Hanter, le verbe hanter, H-A-N-T-E-R, j'écris ici, hanter. Je vous envoie là. C'est pour assombrar, n'est-ce pas? Donc cette question va hanter le narrateur de Thésée, sa nouvelle vie aussi, qui va chercher dans l'Est, c'est-à-dire en Allemagne, ses références familiales, n'est-ce pas? Donc vous voyez que l'événement qui a eu lieu dans la Deuxième Guerre mondiale, provoqué par les nazis contre la communauté juive, va marquer la génération suivante. Ça, c'est l'aspect dans lequel on va entrer avec la discussion autour de la post-mémoire. D'accord? Mais il faut partir de quelque part, et donc je pars aujourd'hui de cette question du fascisme et du nazisme, et pour parler de la Shoah aussi. Donc le fascisme, comme vous avez ici, si vous voulez lire un peu plus à propos de ce régime de gouvernement, de cette idée d'État, parce que dans le fascisme, il y a une idée d'État, une idée d'État. Et c'est à partir de l'idée du fascisme qu'on va parler d'État totalitaire ou de totalitarisme, qui est cette idée, cette identification totale de la communauté, de la masse de personnes avec l'État et avec les leaders, dans le cas de l'Italie, Mussolini. N'est-ce pas? Assez souvent, j'ai du mal à parler de Mussolini. Voilà. Et j'ai quelques petits extraits ici soulignés qui sont intéressants à lire avec vous. Oui, par exemple, et le fascisme, cette forme de gouvernement autour d'un leader, dans les cas
Mussolini. Et c'est une espèce on va dire, de reprise. C'est bizarre parce que c'est différent, évidemment, mais ça ressemble en quelque mesure avec la monarchie absolue. La différence, c'est que Mussolini n'était pas un monarque, n'était pas un roi, mais quand même, il était un leader et il concentrait sur lui l'État. Plus ou moins ce que Poutine fait aujourd'hui avec la Russie, n'est-ce pas? Et donc, il y a cette organisation. Mais la question, c'est que l'organisation de cet État fasciste en Italie, il y aura un État fort, l'identification de la masse de la population avec le système de gouvernement, il y a une adhésion de la population avec les principes de gouvernance, on va dire. Et en plus, il y a cette identification, mais il y a aussi cette révérence au système, n'est-ce pas? Et tout le monde travaille pour le système comme ça. Et par contre, dans ce texte-là, j'ai bien aimé ici cette partie dans laquelle il dit que on va dire que le fascisme, en fait, c'est comme il dit ici, cette réaction anti-prolétarienne de la bourgeoisie, la maladie morale de la conscience européenne, la dégénérescence pathologique de la société des masses, explosion du défaut séculaire des peuples, encore immature pour la démocratie libérale. Donc, ce type de régime et le régime nazi en Allemagne après va s'inspirer de ce fascisme aussi, n'est-ce pas? Et en plus, quelque chose qui va s'ajouter, c'est la composante, le racisme, n'est-ce pas? En Italie, il y aura l'antisémitisme aussi, mais il y a peut-être en Italie, ce qui est plus fort, c'est cette idée du nationalisme. Donc, l'Italie va se rendre encore plus nationaliste et défendre les principes de la nation italienne. L'antisémitisme, qui va être cette marque du nazisme après en Allemagne, et cette poursuite et exécution des Juifs, ça va devenir ce qu'on peut dire, on peut appeler une politique d'État, n'est-ce pas? La solution finale que vous connaissez, qui est l'extermination des Juifs dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz, c'est quelque chose qui a lieu en Allemagne, mais l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine contre les Juifs, elle existe un peu partout, même en France. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'antisémitisme en France, mais l'antisémitisme en France, il était assez poussé, assez fort. Surtout avant la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous donne assez souvent l'exemple de Céline, l'écrivain que j'ai étudié dans mon doctorat, et il était ouvertement antisémite. Et il a des textes dans lesquels il attaque les Juifs, il condamne les Juifs, et il arrive même presque à inviter à l'agression, n'est-ce pas? Telle est la façon péjorative, négative qu'il décrit les Juifs. D'accord? Voyons s'il y a encore des choses à... ah non, ici c'est intéressant.
parce que c'est une définition de totalitarisme qui est intéressante. Voilà. Donc, le concept de totalitarisme est né au lendemain de la marche sur Rome, en symbiose avec le fascisme et en référence à lui, quand les antifascistes inventèrent les mots totalitaire et totalitarisme afin de définir la vocation dictatoriale et absolutiste du parti fasciste, ainsi que le système de domination terroriste et démagogique que le fascisme avait mis en pratique juste après la conquête du pouvoir pour affirmer sa domination sans partage. Et cette idée de l'État totalitaire, il y a dans la bibliographie un livre d'un philosophe italien contemporain qui s'appelle Giorgio Agamben. Je peux écrire ici, si vous voulez. Juste une anecdote sur Giorgio Agamben, je vais le dire en português. O Agamben era um filósofo assim, muito pensador, né, filósofo contemporâneo muito aclamado aqui no Brasil. E ele tem uma leitura que ele faz do Heidegger, também tem leituras que ele faz do Michel Foucault, filósofo francês, e tal, e assim, ele é muito estudado em pós-graduação de estudos literários, na filosofia também e tal. E aí ele se envolveu numa polêmica na pandemia porque ele se colocou contra a obrigatoriedade das vacinas. E aí muita gente veio a público criticá-lo por conta disso, e muita gente também veio falar assim, ele surpreendeu, como a gente diz nas redes, né, 0 pessoas, porque, em certo sentido, porque as pessoas tomavam ele talvez como um filósofo mais progressista, mas na verdade ele tem um lado bastante conservador, mas a questão de ser contrário à obrigatoriedade da vacina, ele estava sendo bem, como se diz, ele estava sendo bem fiel aos princípios filosóficos dele, principalmente com as coisas do Michel Foucault. Não sei se vocês têm um pouco de referência ao Michel Foucault, mas o Foucault tem um livro que se chama A Microfísica do Poder, e ele fala muito dessa coisa do controle que o Estado exerce sobre as pessoas, sobre a subjetividade, sobre os corpos, né? Então ele tem toda uma reflexão sobre a história da loucura, o papel dos manicômios em separar da sociedade os párias, né, que não necessariamente são loucos, eles simplesmente são aqueles que não se adequam às normas sociais, muitas vezes. Então, manicômios, antigamente, serviam não só para pessoas com doenças mentais, mas para prostitutas, homossexuais, né, todas as pessoas que desviavam da regra, eram colocadas em instituições como manicômios. Então, o Foucault tinha ali uma briga mesmo grande contra isso, né, contra esse controle exercido pelo Estado, e que muitas vezes a gente normaliza e passa a aceitar, né? Então, por exemplo, como que eu posso dizer, aquele historiador, pensador também, israelense, que está bem na moda agora, o Harari, né, ele falou muito sobre isso também na pandemia, né, que a gente tem que tomar certo cuidado com esse controle exercido pelo Estado,
porque eles estão cada vez sabendo mais de nós, né? Pelas redes, pelo uso da conta no banco. Por exemplo, eu não sei se vocês usam cartão de crédito, né? Não estou desviando aqui do assunto, não, tá? Mas é para situar um pouco o debate, que tem a ver com essa ideia do Estado totalitário. Não sei se vocês usam cartão de crédito, mas, por exemplo, já aconteceu comigo de receber uma ligação do banco perguntando se eu confirmo uma compra que foi feita com o número do meu cartão, sei lá, no interior de São Paulo. Eu falo, não, eu moro em Brasília e tal, porque eles sabem que a maior parte das compras que eu faço são feitas aqui, né? E, de repente, começam a fazer compras no meu cartão lá. Eu falo, não é dele, então nem bloqueia, né? Bloqueia o cartão, pede outro, não autoriza a compra para não ter a fraude. Então, por um lado, é bom porque evita a fraude. Por outro, eles têm um controle da nossa vida, né? Na Alemanha, por exemplo, eu morei 6 meses na Alemanha, em Berlim. Você tem estabelecimentos, assim, como restaurantes, cafés, que nem aceitam cartão. E as pessoas lá, os alemães, muitos usam dinheiro vivo porque não querem deixar traço. Digo traço assim, né, rastro de compra aqui e tal. Porque vocês sabem que tem hoje em dia, vocês fazem uma busca sobre uma coisa, sei lá, tênis esportivo. Vocês vão receber publicidade de tênis esportivo durante, sei lá, um mês inteiro, né? Então, voltando aqui, o Foucault, né, que foi muito estudado pelo Agamben, tinha em suas pautas essas questões, por exemplo, dessa luta contra o controle do Estado, das instituições, principalmente sobre os desvios da norma, né, dos comportamentos desviantes. E aí o Agamben se colocou contra a obrigatoriedade da vacina. Só que, né, gente, para deixar claro que o momento de pandemia é outra coisa, né? A gente está aqui lutando contra uma arma biológica, não estou dizendo uma arma que foi plantada, né, mas uma questão biológica e não por simplesmente uma questão de Estado, né, forçando a gente a se vacinar. Cela dit, je reviens à la discussion ici. Il y a un texte, si je ne me trompe pas, c'est le texte si je ne me trompe pas, c'est le texte Ce qui reste d'Auschwitz, d'Agamben, qui est disponible dans le fichier, qu'il explique aussi cette idée et toute l'organisation, mais lui, il va parler plutôt de l'État nazi en Allemagne, comment on a changé les lois, como se mudou as leis pour rendre l'État encore plus fort, n'est-ce pas? Et dans ce type d'État totalitaire, c'est-à-dire que les citoyens, ils servent l'État. Ce n'est pas le contraire. Parce que dans un État démocratique, libéral, l'État, il sert ou il existe pour servir les citoyens. N'est-ce pas? L'État, c'est une organisation, une institution qui sert les citoyens. C'est-à-dire, il va nous fournir un système de santé, il va nous fournir un système d'éducation, il va contrôler, par exemple, les normes de circulation des voitures et on dit, les piétons, quoi d'autre, les possibilités, par exemple, de services comme Internet, restaurants, etc. Donc, l'État, il organise notre vie, il ne contrôle pas notre vie, n'est-ce pas? Par contre, dans un État totalitaire, les citoyens servent l'État. Nous sommes là comme des sujets de l'État, des sujets dans la traduction comme súditos do Estado, e não sujeitos, d'accord?
Donc, voyons, non, je pense que c'est ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et donc, je ne vais pas utiliser ce livre-là, Qu'est-ce que le nazisme, et je vais utiliser le livre de Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabar. J'ai deux versions ici, et non, je vais utiliser l'autre parce que mes marques sont là. Pour entrer dans la question des nazis. Oui, en fait, ce livre-là, le mythe nazi de Philippe Lacoulabar et Jean-Luc Nancy, il ne va pas parler du nazisme du point de vue des historiens, mais plutôt comme des philosophes. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de comprendre, ils ne vont pas refaire l'histoire du mouvement. Par contre, les livres, ce livre-là de Yann Kershaw, Qu'est-ce que le nazisme, problème et perspective d'interprétation, vous allez retrouver une histoire du nazisme comme en 32 ou 32, si je ne me trompe pas. Hitler est élu en Allemagne, puis chancelier ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la chronique du mouvement jusqu'à la prise de pouvoir par Hitler, etc. Et ici, le texte de Philippe Lacoulabar et Jean-Luc Nancy, c'est plutôt du point de vue philosophique qu'ils vont travailler. C'est-à-dire, quels sont les principes qui ont guidé le nazisme, n'est-ce pas? Et les principes, entre autres, c'est un racisme existant, l'antisémitisme, une politique du sang, une politique du sang, c'est-à-dire c'est allemand seulement ceux qui sont nés dans le territoire allemand de père et mère allemands. Vous voyez? Et ça, c'est une distinction assez eugéniste, n'est-ce pas? Parce qu'elle va avoir comme critère de nationalité un critère de natalité, de sang, d'origine familiale. Et par contre, la nationalité, comme pour nous ici au Brésil, elle est plutôt une question de, on va dire, de droit international. N'est-ce pas? Une personne qui, par exemple, un couple étranger, ils ont un enfant ici, l'enfant sera, si ils veulent, l'enfant aura la nationalité brésilienne parce qu'il est né dans les territoires brésiliens. N'est-ce pas? Et même si, je sais pas, les parents sont ukrainiens, j'utilise le contexte présent, les cas de migration d'Ukrainiens au Brésil, ils peuvent être l'enfant d'un couple ukrainien peut être brésilien sans problème, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas de critères de sang, ce critère de distinction qui justifie un racisme d'une certaine façon, n'est-ce pas? Non. Oui, ici, vous voyez, le texte n'est pas bon. Je n'ai pas eu le temps de transférer ces marques-là pour le texte ici, qui est un texte numérique. Vous voyez ici, c'est un PDF d'un texte imprimé. Mais voyons, si c'est possible de lire. Oui, parce qu'en fait, ils vont expliquer ici, quand ils parlent de mythe nazi, c'est pas un mythe comme le mythe grec ancien, Aphrodite, Édipe, etc. Parce que nous avons des mythes
contemporain aussi, n'est-ce pas? Encore pour utiliser la chronique politique, quand on écoute les bolsonaristes s'écrier et appeler Bolsonaro mito, on peut trouver ça bête, n'est-ce pas? Mais c'est pas incorrect de penser. C'est pas il n'est pas un mythe dans le sens d'un exemple où, je veux dire, qui est capable de grandes choses. Mais si on voit ici le texte, n'est-ce pas? Le mythe, normalement, c'est un mythe, les récits de mythes, ils nous servent pour nous donner un récit de la création du monde ou de la fin du monde. Assez souvent, c'est ça la raison de l'existence d'un mythe. N'est-ce pas? On raconte une histoire qui explique l'origine ou la fin du monde. Et assez souvent, ce récit mythique, il sert aussi à unifier les gens autour d'un imaginaire commun. Então, o mito serve a partir de uma narrativa que fala, às vezes, da origem do mundo ou do fim do mundo. E o fim aqui pode ser, não é o fim, o término do mundo, mas o objetivo, a direção para que o mundo está indo. E tudo mais. Essa narrativa, ela não necessariamente é uma narrativa, ce récit n'est pas forcément un récit logique. D'accord? Ou assez souvent, un récit mythique n'est pas un récit logique, rationnel. Mais il raconte une histoire qui nous sert comme... il compose un imaginaire autour de cette question. N'est-ce pas? Et cet imaginaire, il sert à réunir un groupe de personnes autour d'une cause pour servir à certaines propositions, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ici l'identification symbolique, imaginaire, en tout cas par image, symbole, récit, figure, par des présences. Et vous voyez que quand on parle de bolsonarisme, c'est ça aussi, n'est-ce pas? Une identification symbolique. Vous voyez, par exemple, pourquoi il faut, entre les bolsonaristes, défendre la liberté de se faire vacciner ou pas, la possession d'armes ou pas, ou une idée de famille. N'est-ce pas? Ça devient une espèce d'identification symbolique. À partir de ces questions symboliques, on est capable de s'identifier comme appartenant à un même groupe. D'accord? Par exemple, dimanche, parce qu'on rentrait de chez mes parents ce week-end, et nous avons passé la nuit dans une ville dans le Minas qui s'appelle Patos de Minas. Et le petit déjeuner, nous avons passé la nuit dans un hôtel, et on était en train de prendre le petit déjeuner, et on a écouté, c'était drôle parce que moi, je me servais, je faisais un petit déj, et ma copine était à la table avec Caetano. Et on a écouté la même conversation de la table à côté, mais on n'était pas ensemble. Et puis, dans la voiture, plus tard, on a parlé de la conversation et on avait eu la même, je veux dire, la même mise en pression au début. Mise en pression, c'est parce que c'est pas impression, é une mise en pression dá essa sensação, constrói o sentido de a impressão errada, né? Impression, a impressão. Mise en pression seria uma falsa impressão. Parce que on a écouté la femme dire il y avait 3 personnes dans la table et la femme a dit moi j'aime quelque chose comme ça, j'aime pas Coppola, je pense qu'il n'est pas fiable. Então, em português, ela falou assim, eu não gosto muito do Coppola, porque eu não acho ele confiável. E, na hora, não sei porque eu pensei no Francis Ford Coppola,
o diretor de cinema e minha namorada também. E aí eu falei assim, como assim, gente? Alguém está falando? A primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, nossa, estão falando de cinema. E aí depois eu falei assim, gente, como que alguém acha que um diretor de cinema não é confiável? O que teria num diretor de cinema que faz dele uma pessoa não confiável? E aí depois o comentário seguinte falaram assim, não sei o que, o Eustáquio. E aí eu pensei assim, não, peraí, é outra referência. A Ana pensou no cineasta também, no diretor, pois é. E depois o Caio Coppola já não está mais tão forte na mídia, né? Ele acabou sendo demitido. Mais vous voyez, et puis ils ont entretenu cette discussion autour de cette média bolsonariste, n'est-ce pas? Ils ont parlé de Eustáquio, ils ont parlé d'une femme que je ne sais pas si elle est avocate ou pas. Je sais que c'est une blonde qui fait de commentaires politiques maintenant dans le canal, dans la chaîne Jovem Pan. Etc. Donc, vous voyez, en fait, pourquoi j'utilise cet exemple? Pour montrer comment ces figures publiques de la média bolsonariste, ça sert comme des symboles pour cette communauté bolsonariste. Et l'impression que j'ai eue, c'est que les gens qui étaient à la table ensemble, c'était une femme, une jeune femme, non, une femme plus ou moins âgée, je dirais, elle avait plus ou moins 50 ans. Le monsieur il avait aussi genre 50 ans, et il avait une jeune fille. Et il me semble, l'impression que j'ai eue, c'est que les deux femmes, c'est mère et fille. Et le monsieur, il est en train de commencer à sortir avec la jeune fille. Et donc, c'était un moment de présentation. Ils se connaissaient, en fait. Ils étaient en train de se connaître. Et donc, ils cherchaient l'identification commune. Genre, moi, j'accompagne un certain journaliste bolsonariste. Moi aussi. Moi, je préfère celui-là. Donc, c'était le moment de se dire, oui, on appartient à une même communauté d'idées. D'accord? Et donc, j'utilise cet exemple pour parler ici de cette idée du mythe nazi. Le mythe nazi qui va nous apporter ici, Philippe Laclabarre et Jean-Luc Nancy, c'est de chercher les symboles qui ont organisé l'État fasciste ou l'État totalitaire du nazisme en Allemagne. Quels sont les éléments qui ont permis cette organisation autour du leader Hitler, avec qui a mobilisé certains symboles et, comment je peux dire, à contrôler, je vais dire comme ça, à contrôler un peu le futur du pays pendant un peu plus de 10 ans, n'est-ce pas? Et comme si vous voulez vous approfondir un peu plus dans ce débat, c'est intéressant parce que il y a une certaine des théories existantes avant l'arrivée d'Hitler qui sont mobilisées pour justifier certaines choses. Et les mêmes idées, ce n'est pas par hasard qu'on a associé Poutine récemment en raison de la guerre en Ukraine avec Hitler. Peut-être que vous avez vu des charges, des dessins sur, c'était, j'oubliais, on a composé un nom de Vladimir Poutine, ou quelque chose comme ça, de Vladimir Poutine avec Adolf Hitler, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, ça existait en Allemagne une idée d'une communauté, cette idée dont je viens de parler, d'une communauté allemande de sang, uma comunidade alemã de sangue, c'est-à-dire des personnes qui avaient le même sang arien, n'est-ce pas, le même sang allemand, mais qui ne vivaient pas dans le même territoire national.
C'est-à-dire que ces gens d'origine allemande vivaient dans le territoire de l'Allemagne, mais aussi dans la Pologne, dans certains territoires de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Autriche, etc. Et une fois qu'il y a une population allemande dans ces pays, et on va dire Hitler, comme Poutine a dit que cette population est en danger, c'est la justification pour envahir et occuper les territoires d'autres pays. Et ça commence la guerre. N'est-ce pas? Et donc, j'essaie de vous montrer ici comment la Coulabarque et Nancy vont travailler cette question du mythe nazi. N'est-ce pas? Ici, c'est important. La mise au jour des caractères fondamentaux de cette fonction identificatoire. Donc, certaines images, symboles, récits, figures, elles nous servent dans ce contexte et d'une certaine façon, c'est ce qui fait, ce qui nous permet de parler d'un mythe dans le sens contemporain, moderne, n'est-ce pas? Cet ensemble d'images, symboles, récits, figures qui nous permet, qui ont cette fonction identificatoire. Les gens s'identifient avec cette série d'images, symboles, etc. Et donc, ils s'identifient l'un à l'autre et ils se sentent comme appartenant à une même communauté. D'accord? Voilà. Je vais relire ici. Je vais pas tout dire, je vais juste survoler le... moi, j'adore ce texte, mais on n'a pas besoin de le lire en détail. Mais un des aspects, c'est le nationalisme. Et le nationalisme, ici, il faut comprendre comme nation, l'appartenance à une nation et pas à un pays. D'accord? Il faut désidentifier cette notion de nation à un pays parce que ce sont des choses différentes. Par exemple, parce que l'idée de nationalisme, elle est liée à cette idée de nation. La nation, c'est une organisation de personnes. Je n'ai pas un concept là dans la tête, un concept je sais pas, de théorie politique. Mais la nation, c'est une organisation, une identification de personnes qui appartiennent à une même nation. Mais cette idée de nation, c'est une communauté imaginaire qui partage le même groupe de symboles, de récits, de sang, et l'idée, c'est comme une communauté ethnique. On peut penser de cette façon. Ils ont une identification ethnique. D'accord? Et assez souvent, c'est possible que cette ethnie et cette nation occupent ensemble un même pays, un même État national. Donc, on aura une identification entre la nation et les territoires. C'est ça le problème, parce qu'assez souvent, on pense à nationalisme comme une association à un pays. Né? O brasileiros nacionalistas, sei lá, que a gente aqui tem uma identificação muito forte de que todo mundo que nasce no território brasileiro é brasileiro. Então, a gente tem o mesmo amor pelo futebol, a paixão pelo carnaval, etc. Né? Seriam essas imagens, símbolos, etc. Je pense, Anna-Caroline, je pense que pour nous, au Brésil, c'est beaucoup plus simple. Nous n'avons pas cette séparation de notions entre nation et pays. Exactement. Pensez, par exemple, à la Palestine.
La Palestine, c'est une nation, la Palestine, mais elle n'a pas de territoire. Parce que, en plus, la Palestine, c'est une nation, ils ont un territoire, une partie du territoire est occupée par Israël, mais ils n'ont pas un État. A Palestina não tem Estado ainda, n'est-ce pas? Donc, mais par contre, la Palestine, elle est acceptée dans certaines institutions internationales. Eu não sei se FIFA, por exemplo, ou a própria ONU, eu acho que a ONU aceita a Palestina como membro, mas a Palestina não tem Estado. Ok? Porque é isso que a Ana Carolina falou. No Brasil, a gente tem uma identificação clara entre a nação brasileira, seriam as pessoas, a comunidade, Gabriel Ui, n'est-ce pas? A gente tem uma unidade territorial, então a população, né, a nação, o território e eu diria essa comunidade não, mas seria isso. População, território, e tem mais um componente aqui que me fugiu. Voilà. Et par exemple, pensez aux Juifs. Les Juifs, en fait, c'est un peu plus compliqué parce que ça mélange une communauté avec une langue, aussi une religion. Donc, je ne sais pas si je peux dire que les Juifs forment une nation. Mais vous avez des Juifs un peu partout dans le monde et qui sont nés partout dans le monde. Ils ont l'État d'Israël, donc il y a les Juifs israéliens, mais les Juifs étaient un peuple dispersé par le monde, surtout avant la création de l'État d'Israël. La souveraineté, peut-être c'est ça, oui, Gabriel. Et peut-être c'est ça, la Palestine, par exemple, n'a pas la souveraineté sur son territoire, n'est-ce pas? Toute sa souveraineté, c'est ça. Une bonne partie des conflits, n'est-ce pas? Voilà, donc avançons ici dans ce débat. Donc c'était le nationalisme. Pardon, le nationalisme, c'est cette, on va dire, une espèce d'idéologie qui va mettre en avant l'appartenance à cette même nation, à cette même communauté qui s'identifie avec les mêmes principes ou qui appartient au même, à la même ethnie, n'est-ce pas? Voyons ici. L'idéologie. Non, ça va. Oui, ici, au milieu de la page. Je vais lire à cette phrase, cette page tout entière. Pas tout entière, mais ce qui est en jaune. Ce qui nous intéresse et nous retiendra, c'est l'idéologie en tant qu'elle se propose toujours comme une explication politique du monde, c'est-à-dire comme une explication de l'histoire. Et ici, à partir d'un concept unique, le concept de race, par exemple, ou le concept de classe, voire celui d'humanité totale, et entend que cette explication ou cette conception du monde se veut une explication, une conception totale. Cette totalité signifie pour le moins que l'explication est indiscutable, sans reste, sans faille. Ça, c'est le problème qu'ils vont indiquer ici pour le nazisme. Et la question du racisme, c'est, comme il disait ici, il y a une explication, on va utiliser les symboles, les images, les récits, tout ça pour dire que l'Allemagne est un peuple qui doit rester uni, qui, pour la... 2 secondes, on m'appelle. Je vais juste décrocher ici.
je décroche. Voilà. Doit rester unie et pour la sécurité et la possibilité de développement de ce peuple, il faut avoir un peu plus de territoire. Donc, Hitler commence à envahir les pays à côté. N'est-ce pas? Tout d'abord, pour dire qu'il doit défendre la population allemande qui vit dans des pays voisins comme la Pologne et l'Autriche, et puis pour dire non, pour le développement du peuple allemand, on a besoin d'un territoire plus grand. Il commence à occuper. Et en plus, pour la population, la façon d'engager la population dans cette idéologie, c'est, comme il dit ici, cette totalité, une explication, une conception totale. Tout fait partie de cette explication, et cette explication, elle est indiscutable, sans reste et sans faille. Ela não tem resto, ela é indiscutível e não tem falha. Raison pour laquelle, comme je disais tout à l'heure pour le fascisme et le nazisme aussi, la masse des citoyens sert à l'État. Si on commence à dévoyer du chemin droit de l'idéologie, on va être condamné. Donc, vous voyez qu'il y a un contrôle de la population aussi, de la pensée des gens. Non, ça va. Ah, oui, ici c'est intéressant. Voilà. Non. Nous ne le disons pas seulement non plus pour rappeler que, comme tout totalitarisme, le nazisme se réclamait d'une science, c'est-à-dire moyennant la totalisation et la politisation du tout de la science. Mais nous le disons avant tout parce que s'il ne faut certes pas oublier qu'une des composantes essentielles du fascisme est l'émotion de masse collective, et de cette émotion, cette émotion n'est pas seulement l'émotion politique, elle est jusqu'à un certain point, du moins, dans l'émotion politique, l'émotion révolutionnaire elle-même. Il ne faut pas non plus oublier que la dite émotion se conjugue toujours avec des concepts. Et ces concepts peuvent être, dans le cas du nazisme, des concepts réactionnaires. Il n'en demeure pas moins de concepts. Le texte philosophique est un peu difficile, mais ce qui est intéressant, c'est que pour ce contrôle idéologique, le nazisme va se réclamer d'une science. Raison pour laquelle, vous connaissez très bien cette histoire du nazisme, comment on a utilisé beaucoup on a fait pas mal d'expériences pour essayer de prouver que la race aryenne était supérieure aux autres. N'est-ce pas? Ils voulaient prouver. Et ils ont fini par ne pas réussir, parce que c'est pas vrai, c'était pas vrai, mais ils ont essayé de le faire, quand même. N'est-ce pas? De montrer la supériorité de leur race à partir de, même d'un contrôle eugénique. Parce que, comme vous savez, dans la société nazie, il n'y avait pas de place pour les handicapés non plus. N'est-ce pas? Même s'ils étaient allemands. Né? Mesmo se eles fossem alemães, pessoas com problemas físicos não eram muito recebidas. Né? Il y avait un éloge de la bonne santé, de la perfection physique, etc. Et voyons. Que ici, tout en bas, le nazisme est un phénomène spécifique, spécifiquement allemand, et l'idéologie du nazisme est l'idéologie raciste. Donc, de différenciation par la race.
J'ai oublié un peu de parler de la notion d'émotion aussi. Comme vous voyez, c'est un type d'idéologie, dans le cas ici appliqué au nazisme, au fascisme aussi en Italie. Il faut appeler par l'émotion des gens parce que c'est une façon d'engager les gens sans qu'ils utilisent de leur capacité de penser, de distinguer les choses et de discerner ce qui est correct de ce qui est faux, n'est-ce pas? Et donc, on appelle à cette idée de l'émotion et finalement, on a un engagement des gens dans la cause et ils vont, je dis respecter, mais ils vont participer comme il faut de l'État, n'est-ce pas? Je vais avancer un peu plus vite. Je pense que c'était tout. Le mythe comme une fiction. Non, ça va. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, non, c'est bon. Ce que je voudrais utiliser, c'était ces principes-là pour donner une idée de l'organisation du nazisme et du fascisme. Le fascisme un peu moins, parce que se concentre plutôt en Italie, mais le principe du nazisme, pardon, du fascisme va être utilisé dans le nazisme en Allemagne. Et je vous ai parlé de Giorgio Agamben tout à l'heure, et je fais une parenthèse ici pour parler de l'opposition d'Agamben à l'obligation de se faire vacciner pendant la pandémie. Et ce que j'allais dire, c'est que Agamben a un texte. En fait, je l'ai dit, peut-être que c'était dans le livre Ce qui reste d'Auschwitz, mais non, c'est dans le texte qui s'appelle L'état de siège, en portugais, Estado de sítio. Dans ce livre, il raconte comment, parce que tout d'abord, Mussolini publie un livre dans les années 20. Ce livre sera lu et, on va dire, ces idées seront appropriées par Hitler et Hitler va transposer cette idée d'un État totalitaire en Allemagne et avec sa forme propre, ce qui donnera le Parti national-socialiste en Allemagne qui est le parti nazi, n'est-ce pas? Et pour ce qui nous intéresse ici, c'est cette idéologie basée sur le racisme et ce racisme va être dirigé surtout contre la communauté juive et la communauté juive va euh, subir toutes les conséquences, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de penser à un des derniers extraits que j'ai utilisé ici du livre de Labarthe et Nancy sur le nazisme se revendique d'une science et même l'extermination des Juifs, la solution finale, les chambres à gaz, elles sont réverties par une notion de science, n'est-ce pas? C'est comme si on a invité, c'est comme si les nazis ont fait ça. Les médecins, les scientifiques nazis se sont mis à penser à une forme d'exterminer les juifs d'une façon, comment je peux dire, à grande échelle. Et à grande échelle et, comment je peux dire, effective, efficace. Pas? Genre, penser comment on va tuer plus de gens plus rapidement et sans laisser des traces.
Donc, quand on parle de la machine de la mort, des camps de concentration, c'est ça. C'était les camps de concentration, c'était un espace où on confinait les gens, on les tuait dans des chambres à gaz, on brûlait les corps dans des cheminées, ou et par exemple, on dit assez souvent que, je ne sais pas si cette information est correcte, mais qu'on a utilisé les cheveux de, des gens pour faire les, les voitures, l'étoffe des chaises, comment on dit ça? Comment on dit? Fauteuil de voiture. OK? Voilà. Et voyons encore ici, je voudrais avancer. Je ne vais pas utiliser ce texte de Lanzmann. Oui. Donc, parce que pour nous ici, aujourd'hui, c'est plutôt, comme je disais, une introduction à ce débat. Et donc, nous avons l'idéologie nazie, nous avons tous les événements de la Deuxième Guerre mondiale, l'expérimentation d'une bonne partie de la communauté juive, etc. Voilà. Et nous avons, j'arrive ici à ce texte d'Agamben. Peut-être que je vais l'utiliser en portugais parce que je n'ai pas passé les commentaires. Oui, oui, parce que en fait, je n'ai pas les commentaires dans le texte en français. Mais je vais dire un mot d'abord sur les témoins, la testimonie, et puis je vais revenir ici dans cette présentation du livre O que resta de Auschwitz de Agamben en portugais. D'accord? Mais ce qui nous intéresse au niveau de la littérature, ici, à partir de cette idée de témoin, vous voyez, il parle beaucoup de Primo Levi. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Primo Levi. Connaissez-vous cet écrivain italien? Avez-vous déjà entendu parler de Primo Levi? Oui ou non? Je pense que non. La Carolina, oui. Primo Levi est un écrivain, si je ne me trompe pas, il est italien, mais juif, donc il a fini par arriver à Auschwitz, mais comme il était capable de parler allemand et entre autres langues, il a eu une autre fonction dans les camps de concentration d'Auschwitz, parce qu'il était utile aux Allemands. Donc, pour la traduction, pour ce qu'il faisait, il était capable de faire. Et donc, il a survécu à l'expérience du camp de concentration d'Auschwitz, qui était peut-être un des plus meurtriers de tous ces camps de concentration. Et il était déjà une personne assez liée à la littérature, qui avait une grande culture littéraire, etc. Et ce qui nous intéresse, c'est que, par exemple, j'ai mis ici le livre de Primo Levi, celui-là,
se c'est um nome, em português, o livro se chama É Isto, um Homem, dans lequel il raconte son expérience du camp de concentration. Plusieurs expériences. Ana já leu. Ana, tu veux... oui, c'est pas grave que ce soit en portugais, mais tu veux partager un peu tes impressions de lecture. Qu'est-ce que tu as trouvé de cette lecture? Ana, je ne sais pas si tu n'as pas de micro. Ah, d'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas d'impression de lecture. C'est pas grave. Mais ce qui nous intéresse ici, et dans le texte de Agamben, il va utiliser le cas de Primo Levi pour parler de cette figure importante dans la littérature qui est le témoin, à testimonier. Donc, nous avons toute une tradition de littérature de témoignage, littérature de testemunho, et le témoin est une figure importante. Le témoin, et à Gandin, il va entrer dans les détails de l'étymologie de l'idée du témoin. Et le témoin, c'est comme quelque chose comme l'œil, celui qui voit la scène, n'est-ce pas? Et donc, nous avons deux possibilités de témoin. C'est celui qui a expérimenté l'expérience, donc il est témoin de l'expérience, ou il est un troisième qui a vu le phénomène, l'événement, etc. Et il peut en parler. D'accord? Donc, ça, c'est une figure importante pour la littérature parce que ça marque un type de narrateur. C'est un narrateur qui a expérimenté, qui a vécu vraiment une expérience, ou c'est quelqu'un qui a vu quelque chose et est capable de nous raconter cette chose. Donc, dans les deux cas, nous sommes face à un type de narrateur qui peut nous raconter parce qu'il a vu ou vécu l'expérience, n'est-ce pas? Par contre, quand on parle de Auschwitz, par exemple, il y a un problème parce que les personnes qui ont vraiment vécu l'expérience des chambres à gaz, par exemple, ils n'ont pas survécu pour nous raconter. Donc, c'est-à-dire que nous avons un problème de la représentation de ce qu'on appelle dans les études de la Shoah, on va appeler ça une expérience de l'extrême, une expérience d'extrême. Mais là, tout ce que nous sommes capables de raconter sur l'expérience de l'extermination des Juifs, c'est, on va dire, ça va marquer une limite de la possibilité de représentation. Então, quando a gente fala de experiências de campo, a gente vai estar sempre num limite do que a representação é capaz. Por quê? Porque era o que eu estava dizendo sobre o testemunho, ou a testemunha. Quem viveu de fato a experiência da câmara de gás não sobreviveu para contar. Né? Porque pensa em um acidente de carro. A pessoa pode ter tido um acidente de carro, morreu uma pessoa, mas sobreviveu outra. A outra pode contar. Ah, teve um problema no freio. Ah, o outro foi imprudente, atravessou a pista e bateu de frente. Né? Se um sobreviveu, conta. Ou tem alguém que viu e pode contar. E nesse caso, a gente vai ter sempre um limite dessa representação, porque quem viveu não sobreviveu para contar. Ok? O que é interessante nessa área de estudos é que
Né, pelo fato de ter sido uma questão muito sensível, que comoveu muita gente, a própria comunidade judia é muito organizada, é muito ligada à pesquisa, a estudos, então você tem também uma teorização muito grande em torno disso. Então, por isso que eu falei que tem a questão da leitura psicanalítica e a questão do trauma, tem a outra da pós-memória, isso, toda essa discussão em torno da representação estética dessa expérience também. Okay? Et Agamben va faire ça d'une façon très intéressante. Donc, cela dit, je voudrais lire quelques extraits de la présentation de Jeanne-Marie Gagnébin, qui est une philosophe importante de ce sujet ici au Brésil. Mais c'est en português sa présentation. Mas deixa eu usar aqui, está entre as flechas aqui. Então, vamos lá. À primeira vista, parece que temos em mãos mais um livro sobre Auschwitz. Não um livro histórico. Desde a primeira página, o autor, Agamben, nos adverte que a questão das circunstâncias históricas já foi devidamente esclarecida pelos historiadores da Shoah, mas um livro sobre as dificuldades do testemunho. Ici, ce qui m'intéresse pour la discussion autour de Dora Bruder et de Thésée, sa nouvelle vie. Sobre a questão do testemunho. Parce que le témoin, il nous intéresse dans les deux cas précis de Thésée, sa nouvelle vie et Patrick Modiano, Dora Bruder, parce que dans les deux cas, les narrateurs et les écrivains, ils ne sont pas des témoins. Et c'est ça, en fait, les ponts avec la théorie de la post-mémoire. É ali que eu quero chegar na questão da pós-memória, tá? Porque a gente vai ter dois casos, no caso do Dora Bruder, do Patrick Modiano, e do Thésée, sa nouvelle vie, do Camille de Toledo, casos em que a questão da Shoah, do nazismo, da perseguição aos judeus, vai estar presente na literatura deles como uma questão importante da própria identidade deles, só que eles não viveram, não vivenciaram o trauma da guerra ou a experiência bárbara, extrema, dos campos de concentração. Okay? Mais c'est quelque chose qui marque profondément leur identité. D'accord? Um dos exemplos não é exemplo, mas de usos possíveis da teoria da pós-memória por exemplo, para a ditadura militar no Brasil, que seria a geração que não viveu a ditadura, mas que acaba escrevendo, pintando, fazendo música a respeito do período da ditadura. Entendem isso? Então a gente vai estar diante de uma coisa que não necessariamente é testemunho, mas a gente vai ter sempre um narrador à procura da sua própria identidade. Uma identidade que foi perdida porque houve uma ruptura com a guerra e o extermínio dos judeus. Então tem pessoas que poderiam ser ligadas a essa pessoa que simplesmente foram dizimadas, né, que poderiam ter tido alguma ligação com esses escritores que nasceram depois, mas que tem um rompimento da cadeia de transmissão de cultura, de informação, de afetos, que foi interrompida por causa da guerra e do extermínio. Mas, por outro lado, isso se transforma num outro tipo de literatura. Ok? Ça va? Donc, je vais passer par l'introduction ici de Jeanne-Marie Gagnébin. Voilà. Ici. Sem prejulgar nem o interesse nem o valor dessas reflexões, gostaria de, no mínimo, assinalar sua presença e o embaraço que podem provocar num leitor mais engajado que não procura por interrogações metafísicas, mas que não se contentaria com instrumentos de análise e de luta. Mas isso aqui não era tão importante.
Deixa eu passar para o lado. Aqui. Aqui é interessante. Aqui. Começo aqui. Primo Levi será sempre uma testemunha no sentido restrito de superstes. Aquele que viu algo e tenta relatá-lo. É o que eu estava explicando para vocês. Ele nunca se coloca na posição de testes, de testemunha no sentido de um terceiro entre duas partes, que pode ajudar a julgá-las, segundo a distinção latina evocada por Agamben. Eu estou trazendo para vocês aqui uma discussão complicada, por isso eu estou falando mais em português hoje também. Mais complicada, mas que torna a leitura desses dois livros que a gente vai fazer muito mais interessante. Né? O Agamben, uma outra coisa que é interessante na filosofia dele, na maneira dele de escrever, é que ele é um grande conhecedor, principalmente do período latino, do Império Romano, do latim e tudo mais. Então, muitas vezes, ele busca na etimologia, principalmente do latim, algumas explicações. E aí, aqui eu acabei não passando pelo texto, então ele está mostrando aqui que a ideia de testemunha, no latim, a testemunha, a etimologia, você tinha raízes de palavras diferentes para falar de uma testemunha que viveu o fato, então ela está misturada com o fato, ela é parte do fato, e uma testemunha que é alguém de fora que viu. Por isso que ela fala aqui que essa testemunha que seria de testes, né, que deu para a gente testemunha em português, ela pode ser, inclusive, chamada para um julgamento para poder embasar ou dar material para o juiz, para que o juiz determine quem é o culpado e quem não é. Né? Isso. Então, o superstes seria aquele, por exemplo, do Primo Levi, que viveu algo e tenta relatá-lo, e tem essa outra que seria o testes, que é a testemunha no sentido de um terceiro entre duas partes. Né? Aqui. Aí chama a atenção... Opa, tirei. Chama a atenção, realmente, que Primo Levi narra sem cair na tentação de julgar e condenar. Não julga os participantes dos Sonderkommandos, não julga os prominentes, não julga nem os soldados nazistas, mas simplesmente relata e descreve numa voz justamente implacável, porque neutra, dessa neutralidade assustadora que o torna semelhante a Cato. Isso aqui era mais nesse sentido, né, para falar um pouco do Levi, dessa ideia de testemunha que relata o que viu ou o que viveu. Aí aqui eu não vou entrar nessa questão do muçulmano, porque ela não tem a ver com árabe necessariamente. Não, podemos lançar. Aqui. O paradoxo consiste em afirmar que não pode haver nem verdadeira testemunha, nem verdadeiro testemunho, porque os únicos que poderiam ser testemunhas autênticas foram mortos, como foram os muçulmanos e tantos outros. Consiste em declarar que o testemunho do sobrevivente somente repousa sobre essa impossibilidade de autenticidade, sobre o reconhecimento dessa impossibilidade, sobre a consciência aguda de que aquilo que pode e deve ser narrado não é essencial, pois o essencial pode ser dito. Isso. Então, isso aqui para a literatura vai ser muito interessante, porque a literatura se serve muitas vezes disso. Né? E a ficção permite
criar vamos dizer assim, um relato em cima disso, daquilo que não é possível, né? Daquilo que não foi possível. E tal. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa a comentar aqui. Não, podemos. Ah, sim, não, é algo interessante. Porque nessa questão aqui, né, voltando aqui rapidinho, consiste em declarar que o testemunho do sobrevivente somente repousa sobre essa impossibilidade de autenticidade. E por isso que a gente observa muitas vezes em casos como os sobreviventes dos campos de concentração, pensem nos atentados terroristas na França, 2015, 16, aquele período dos atentados terroristas, os sobreviventes, muitas vezes, eles ainda encontram uma outra dificuldade, que é não só a inautenticidade, que ela está colocando aqui, uma coisa mais filosófica, né, do que eles possam dizer, como um sentimento de culpa por ter sobrevivido. Né? Por isso é tão comum também em sobreviventes dos campos e outras tragédias, assim, muito suicídio. Né? Porque a pessoa não suporta a possibilidade de ela ter sobrevivido e outra pessoa não. Né? Pensem, por exemplo, vocês devem ter visto aí essa semana, no caso da Ucrânia, uma família que foi assassinada com morteiros, foi a esposa, os 2 filhos e um amigo que estava acompanhando eles, e o marido tinha saído para fazer alguma coisa e ele não morreu. Então, pensem ele, inclusive, fez um relato dizendo assim, que era muito difícil para ele porque ele não estava lá para protegê-lo, né? Não estava lá naquele momento. E, assim, como que fica um sobrevivente desse? Né? Muitas vezes ele vai se sentir, principalmente no caso de um pai que perde filhos, qualquer pai, eu diria assim, provavelmente daria a vida para que os filhos sobrevivam. Né? Então, pensem um pouco nisso. Assim, e por isso, essa questão do Holocausto continua tanto em filmes, em livros, e é uma questão que não descansa. Né? Já são tantos anos passados, e ela continua. E continua como... por isso que eu gosto dessa teoria da pós-memória, que eu vou entrar na próxima aula, isso continua nas próximas gerações. Tem coisa que passa, mesmo a pessoa não tendo vivido, fica alguma coisa, alguma questão em aberto, um trauma também não especificado, coisas assim. Ok? Deixa eu ver aqui. Não, podemos passar aqui do lado. Aqui no finalzinho. Aqui, né? Eu coloquei até aqui o legado filosófico e ético de Auschwitz, saber acolher a indigência primitiva que habita nossas construções discursivas e políticas. Vamos ver o texto. Como toda linguagem humana repousa sobre essa separação abissal entre fone e logos, entre voz e linguagem, assim também o fone aqui seria a voz em grego, né? E logos, a linguagem, ou às vezes a razão, depende da tradução. Então, como toda linguagem humana repousa sobre essa separação abissal entre fone e logos, entre voz e linguagem, assim também toda vida política em comum, todo bios, repousa sobre o abismo da zoé, dessa vida nua que nos assemelha aos bichos. É porque são conceitos que o Agamben vai buscar no latim, mais uma vez, entre bios, que seria uma vida política em comum, daí a gente fala em biologia, biografia, né? E que repousa sobre o abismo da zoé, essa vida nua que nos assemelha aos bichos, que seria o que vai dar para a gente o zoológico, seria uma vida mais ligada, não é que é ligada à natureza, mas seria essa vida animalesca, vamos dizer assim, que a gente, enquanto homens e mulheres, a gente tenta se dissociar, apesar da gente estar ligado a elas de alguma forma.
né? O que Auschwitz nos legou também é a exigência, porque na discussão que o Agamben faz nesse livro, o que resta de Auschwitz, a condição degradante que foi colocada aos judeus nos campos, ela transforma o que deveria ser bios, essa vida humana, numa zoé, numa vida de animal, em que as pessoas estavam ali tentando lutar para um prato de comida no dia, para que não fosse morto. Então, as questões essenciais, elas se reduzem a comer, defecar e continuar vivo. É basicamente isso. O que Auschwitz nos legou também é a exigência profundamente nova para o pensamento filosófico e, em particular, para a ética, de não nos esquecer nem da infância nem da vida nua. Em vez de recalcar essa existência sem fala, sem forma, sem comunicação e sem sociabilidade, saber acolher essa indigência primitiva que habita nossas construções discursivas e políticas que só podem permanecer incompletas. O que fica, e vocês vão ver, sentir um pouco isso nos dois livros, é um pouco essa questão que ela fala aqui de construções discursivas e políticas que só permanecem incompletas. A gente não consegue dar conta delas não tem completude para esse tipo de experiência. Porque houve dizimação, porque pessoas... Não é, a dizimação que eu estou falando aqui não é simplesmente que as pessoas morreram, mas tem um elo da cadeia da narrativa que se foi, que se perdeu. Né? Então, pensem na tradição de um povo que foi se desfazendo. Né? Pensem aqui no Brasil também, comunidades indígenas estão sendo dizimadas, línguas que desaparecem todo dia no Brasil, porque o último falante morreu, e a gente não tem uma política indianista que dê conta disso, né? Pelo contrário, se quer explorar a terra indígena e tudo mais. Então, pensem, são algumas dessas questões que eu gostaria de mobilizar para a leitura desses livros. Eu acabei falando demais sobre isso hoje, e aí na terça-feira, deixa eu voltar aqui para o programa. Hoje são... Ah, não, beleza. A gente tem, então, aula normalmente na terça-feira. Aí na terça-feira eu vou falar um pouco mais especificamente. Posso até indicar a leitura para vocês, em português, da introdução a esse livro aqui, Catástrofe e Representação, do Zeligman Silva. É um texto curto, vocês vão ver aqui, dá 1, 2, 3, 4, 5 páginas em português, mas que são bem densas, mas que ajudam muito a ler o Dora Bruder. Eu acho que esse livro, se não me engano, já está disponível lá nas páginas. Mas, de qualquer forma, eu indico. E vou entrar na questão da Marianne Hirsch e a pós-memória. Eu vou indicar um texto dela para vocês também. Provavelmente esse aqui que é mais curtinho. Esse. É esse aqui que é mais curto. 2 páginas. Devo indicar ele para vocês, então, para a semana que vem. E aí, é isso. Então, para quem não começou a ler o Dora Bruder, comecem para terça-feira. Aí eu vou fazer essa introdução a Marianne Hirsch e vou me concentrar mais na Marianne Hirsch, para ter mais tempo para falar sobre o próprio texto do Rabruder. Então, aí eu vou fazer um pouco como eu fiz com a Annie Ernaux, tá? Vou fazer uma passagem pelo texto, pegar trechos, a gente vai ler junto e mostrar a especificidade do texto. Até tinha separado aqui, mas aí eu falo demais. Cadê o Modiano? Aqui.
Que aí é para isso mesmo, eu gosto de pegar os trechinhos e a gente vai lendo para ir construindo uma leitura mais crítica e mais analítica. Ficou alguma dúvida? Hoje foi mais uma introdução, e eu sei que, pelo fato do tema, né, ser bastante complexo, e não ter trazido essas leituras para vocês antes, pode muita coisa ter ficado solta. Mas essas coisas vão ficar mais claras com a discussão dos livros, tá? E a leitura que eu faço deles. Tem alguma dúvida? Ana Carolina, se quiser usar o chat. Se não, a gente pode se despedir aqui. Eu fico devendo para vocês atividades sobre o L'événement, da Annie Ernaux. Tem que enviar para vocês também os comentários sobre o sujet, a bibliografia, indicação de leitura para a semana que vem. É isso. D'accord? D'accord, professor. Merci. E no caso específico aqui da Rejane, Ana Carolina e Hanna, eu dou notícia para vocês do PIBIC hoje à tarde. Ok? Então é isso. Tá bom, professor. Porque, Rejane, acho que você chegou depois, eu falei um pouquinho aqui no início, mas eu escrevo para vocês hoje ainda. Eu perdi o início da aula hoje, professor, desculpa, mas eu vou retomar um pouquinho os primeiros 20 minutos, acho que eu perdi. A Graziele está pedindo no chat para repetir o nome dos textos, acho que o senhor não viu. Quais textos, Graziele? Esses aqui que eu vou indicar a leitura? Não, faz o seguinte, eu vou escrever direitinho lá na sala virtual. Okay. Fica mais claro, porque aqui eu só estou comentando, mas aí eu confirmo direitinho, que aí eu verifico aqui os textos que estão abertos, e se não está faltando lá nas pastas. Aí eu posto para vocês direitinho. O autor tal, texto tal, para poder fazer uma leitura mais teórica também. Mas aí fica como leitura obrigatória o texto mais curto, da Marianne Hirsch, e aí se vocês tiverem interesse, aí tem o texto dela lá disponível também, o artigo em inglês que ficou mais célebre, assim, né? Mais profundo sobre o tema. Mas aí eu consegui um textinho dela em francês, e aí eu passo para vocês o textinho em francês. Aí, Graziele, hoje à tarde ou à noite, eu posto para vocês direitinho a referência dos textos. Ok? Eu vou, inclusive, fazer isso. Os que eu usei para explicação hoje, mas que não são de leitura obrigatória, e quais são de leitura obrigatória. É bom que fique organizadinho. Eu gosto de fazer assim, mas eu falei no início. A vida está tão corrida com coisa pessoal que eu estou tendo dificuldade de fazer isso. Não era para ser assim. Tá, beleza. Mas é isso. Mas eu faço. Tá difícil mesmo, prof. Bem assim. Então tá jóia. Então um abraço para vocês e bom final de semana. Bom final de semana, professor. Obrigada. Obrigado para você também.